Parce qu'il n'y a pas de honte à être éveillé dans un monde qui dort au gaz. Nous sommes fiers d'être woke. Woke tant qu'il faudra avec Alexandre Dumas. Bonjour tout le monde, bienvenue à Woke tant qu'il faudra, votre revue Woke de l'actualité, édition du 1er novembre 2025. Aujourd'hui, je suis accompagné par mon amie Valérie Deschamps, Allô. qui m'accompagne chaque semaine en fait. Valérie, c'est la voix qui présente le balado. Mais aujourd'hui, elle est avec moi pour commenter l'actualité de la semaine. Bonjour Valérie. Allô Alexandre. Oui, c'est vrai que ma voix se retrouve dans dans chacun de tes épisodes. J'avais presque oublié. Valérie, qui est historienne, trifluvienne comme moi, mais qui est aussi conteuse féministe, experte en matrimoine et qui anime son propre balado Team Madame. Donc Valérie, veux-tu nous expliquer un peu ce qu'est Team Madame? Bien, je vais commencer par expliquer que c'est ça le matrimoine. Là. Je sais que les auditeurs de ton balado savent peut-être ce que c'est, mais à chaque fois, les gens font « Ah, c'est un beau néologisme ». Ben non, c'est pas un néologisme. En fait, le matrimoine, c'est un terme qui existe là, depuis des années. Là. Ça remonte même à l'époque du Moyen Âge, alors qu'à l'époque, le patrimoine désignait l'héritage des pères. C'était vraiment ça qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, le matrimoine, c'était l'héritage des mères. Avec le temps, le patrimoine a décidé de couvrir tout, là, comme le patriarcat fait si bien les choses, et a inclus aussi le patrimoine des madames, donc le matrimoine, et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus social. Hein? C'est pas seulement le legs familial. Donc, le patrimoine est partout, patrimoine immobilier, patrimoine immatériel, mais le matrimoine immobilier, le matrimoine immatériel existe aussi. Donc, moi, mon balado Team Madame se base justement sur l'héritage culturel, l'héritage historique des femmes dans notre société. Bien, je me suis rendu compte, lorsque je travaillais en toponymie, que le nombre de femmes sur les rues, sur les différents bâtiments, il n'y en avait pas beaucoup. Genre, en moyenne, là, au Québec, c'était 10 %. Ah, mais c'est parce qu'il y a tellement peu de femmes qui ont eu un impact dans la société. Ce qui me fait rire, c'est qu'on meurt autant que les hommes, sinon plus, à cause du patriarcat. Mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, Team Madame, c'est à la base un spectacle de contes que je fais à travers le Québec. Donc, suivez ça sur les interwebs, vous allez voir si je passe dans votre coin. Mais c'est le balado Team Madame où je mets de l'avant les femmes de notre histoire, des femmes méconnues souvent. C'est un balado narratif. Moi, j'aime dire que c'est un peu un mélange de Serge Bouchard, de Laurent Turcot puis de Charles Beauchesne. Ça prend 3 hommes pour faire une femme. Ça te donne une idée? Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Et là-dedans, il y a des comédiens qui passent. J'ai mes beaux-enfants qui sont là aussi. Il y a de l'enrobage sonore. Donc, allez suivre ça sur toutes les bonnes plateformes. Simple de même. Je vous le recommande, évidemment. C'est une bonne utilisation de votre temps. C'est instructif et c'est divertissant à la fois. Moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ce ne sont pas les histoires que tout le monde connaît. Ça me fait penser quand il y a eu là, cette fameuse initiative de l'Université de Montréal pour faire une carte alternative du métro qui mettait en vedette des femmes justement moins connues. Il y avait une grosse controverse là, parce que Pauline Marois et Jeannette Bertrand n'étaient pas là. Mais parce que scandale, on avait osé inclure de la diversité plutôt que des femmes blanches que tout le monde connaît déjà et qu'on n'a plus besoin de se faire raconter. Oui, puis je pense que d'utiliser les histoires des femmes méconnues, ça aide à construire un nouvel imaginaire collectif. Tu sais, moi, je suis conteuse, hein, fait que moi, les histoires d'hommes forts, tu sais, les Louis Cyr de ce monde, les Alexis le Trotteur, tu sais, ces histoires-là, ils m'ennuient. Fait que avec les histoires des femmes un peu plus méconnues, comme par exemple la femme la plus forte du monde, là, Marie Sirois, que personne ne connaît, qui a défié Louis Cyr à 2 reprises, puis qui a dit non à 2 reprises, mais personne ne connaît cette histoire-là. Je trouve que ça construit justement quelque chose qu'il faut faire là, en 2025. Ouais. On est rendu là, je pense, puis ça fait longtemps qu'on devrait être rendu là, mais merci pour tes bons mots, j'aime ça. Continue. Donc Team Madame, un balado à découvrir. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a une seule version du balado cette semaine. La raison, c'est que je veux vraiment vous faire découvrir mon invité pleinement et aussi permettre à tout le monde d'expérimenter le format complet du balado. D'ailleurs, on va commencer maintenant. C'est parti. C'est arrivé cette semaine. Alors Valérie, quelle a été selon toi la nouvelle de la semaine? Bien, je pense que tout le monde le sait, là, la nouvelle concernant les médecins. Hein. Selon moi, c'est pas juste selon moi, là, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, à quel point ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Mais on est d'accord, là, Alexandre, que ça n'a pas de bon sens, mais c'est là que je peux parler de moi, qu'est-ce que je vois dans cette patente-là? Absolument, c'est le moment. Ah!
C'est vrai que ça n'a pas de bon sens, là, la loi, comment que le gouvernement fait les affaires, puis tout ça, puis que finalement, on n'aide pas pantoute le système de santé. Mais moi, je regarde ça, là. Je suis un peu déçue de la part de nos médecins. Je trouve ça décevant parce que ils veulent quitter à la place de partir un mouvement social. Parce que je pense qu'on a besoin de ça là, en tant que collectivité en ce moment, un mouvement social global qui pourrait justement faire arrêter peut-être le gouvernement avec ses idées de con. Là. Fait que peut-être que ça pourrait aider. Fait qu'à la place de partir, je trouve ça dommage. Puis là, je dis pas que je suis contre les médecins, là, c'est pas ça mon point. C'est juste que je trouve que c'est une lutte de classe qu'on oublie en ce moment. On oublie que les médecins sont des gens privilégiés dans la société là, pour différentes raisons, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit culturel, que name it. Et que ce privilège-là, ils ne l'utilisent pas à bon escient pour justement mettre de l'avant les soins de santé de manière générale ou même le système scolaire. Parce que là, en ce moment, c'est pas juste les médecins contre le gouvernement, c'est la société au complet. Donc, le fait de partir et pas de galvaniser toutes les troupes, le Québec en entier, bien, ça démontre justement qu'ils ne sont pas conscients de leurs privilèges. Oui, puis en plus, on réalise à quel point leur capacité de mobilisation, elle est grande, elle est forte. Ben oui. Et c'est de voir qu'ils sortent vraiment uniquement quand ça les touche personnellement. C'est ce que je trouve vraiment dommage parce que lorsque les infirmières sont sorties, les PAP, tout le personnel soignant, ben, je trouve que les médecins ne parlaient pas très fort. Même chose pour les enseignantes. Oui. Puis c'est ce que je trouve vraiment dommage que là, ben, ils ne décident même pas de se mobiliser ici puis de faire quelque chose. Parce qu'en ce moment, le gouvernement met la hache dans tout. Oui. Ils préfèrent partir. Puis c'est pas tout le monde, là. On s'entend, là. Oui, on généralise. Oui, puis on s'entend. Ouais, parce que moi aussi, j'ai des amis médecins, là, puis je veux vraiment pas généraliser moi non plus. Non, mais simplement pour dire... Tu parles des infirmières. Puis ça, c'est un bon exemple parce que les infirmières, c'est essentiel pour le travail des médecins aussi. Ben oui, ils le disent. Donc, les médecins devraient aussi faire pression pour que le sort des infirmières soit amélioré, entre autres. Là, c'est pas les seuls, mais c'est un exemple pour dire qu'ils devraient s'impliquer davantage, justement. Puis je comprends pas qu'on... Puis je sais le pourquoi du comment, mais que c'est pas ça qui se passe en ce moment. Utilisons, puis je dis utilisons comme si je faisais partie des médecins. Je suis artiste et conteuse et pas médecin, pas pantoute. Vous en parlerez à mon compte en banque. Mais on n'utilise pas cette force-là pour se soulever collectivement. Puis ça serait beau. Ça ferait du bien. Mais c'est là qu'on voit tout l'héritage des luttes, tu sais, des luttes, justement, c'est des luttes bourgeoises. Là. Ouais. C'est vraiment, oui, mais moi, et non pas, hey, tant pis, on va faire quelque chose ensemble. Ouais. Parce que c'est vrai que les médecins sont fatigués, c'est vrai qu'ils travaillent fort, c'est vrai qu'il y en a qui s'en foutent puis qui font des petites affaires à droite. C'est vrai. Par contre, je pense qu'ils ont à prendre leurs privilèges pour faire quelque chose qui galvaniserait les troupes au complet parce que c'est le Québec en entier en ce moment qui mange la claque de la part du gouvernement. C'était mon 2 cents sur ce sujet. Je te remercie. Samedi matin, la loi spéciale sur la rémunération a été adoptée sous bâillon. Je ne veux pas m'étendre trop là, sur la question de la rémunération parce que, j'avoue, là, la rémunération des médecins, c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise. Puis je refuse de rejoindre la catégorie des chroniqueurs qui parlent de sujets dont ils ne connaissent absolument rien. Mais il y a un sujet que je connais par contre, puis c'est le bâillon. Et c'est le moment historique du balado. Donc, le vrai terme pour désigner le bâillon parlementaire, c'est une motion de suspension des règles de procédure aux origines du Parlement québécois. Donc là, on est en 1867. L'objectif, c'est d'adopter des lois d'urgence. En temps normal, un projet de loi, il faut que ce soit lu 3 fois et 3 journées différentes. Donc, la motion de suspension des règles, l'objectif, c'était pas de museler l'opposition, c'était simplement de faire adopter plus rapidement une motion qui était urgente. Exemple, il y a des inondations dans le Richelieu, il faut qu'on envoie de l'aide. Donc là, on n'attendra pas 3 jours simplement pour respecter les règles, on va accélérer. On ne veut pas que ça prenne trop de temps pour rien parce qu'il y a une urgence. Là, exactement. Mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. Là. Pas en ce moment. Mais à l'époque, ça prenait l'unanimité pour faire une suspension comme celle-là. Le règlement va être modifié en 1941, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est souvent en période de crise qu'on modifie la façon de faire. Donc là, à partir de là, il n'était plus nécessaire d'obtenir l'unanimité. Donc c'est à partir de là qu'on a pu commencer à faire ce qu'on appelle le bâillon. Donc on empêche finalement les députés de l'opposition d'utiliser leur temps de parole pour écourter les procédures.
Et nouvelle modification en 1984. Désolé, c'est le gouvernement de René Lévesque qui a fait cette modification. C'est que là, il n'était même plus nécessaire de justifier. Dans le fond, en 1941, il fallait encore dire on va suspendre les règles pour accélérer parce qu'on a besoin de cette loi pour X raisons. Mais à partir de 1984, c'était plus nécessaire. On n'avait plus besoin de dire pourquoi. C'est vraiment, ça peut être un caprice du gouvernement. Est-ce que c'est en lien avec la période historique qu'on vivait à ce moment-là? C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre ça en place, de changer cette façon de faire-là, sais-tu? Bien, ça s'est fait en 84. Donc là, on est vraiment au moment du beau risque, là où le Parti québécois, ça éclatait vraiment. Le gouvernement n'avait plus de contrôle sur son propre parti. Économiquement, ça va pas bien non plus. Effectivement, on est encore en récession. Donc, oui, à ce moment-là, ça pouvait être justifié en même temps. Mais c'est une réaction, en fait, au contexte historique. Là. Oui, mais en même temps, à quel point ça va mal pour que tu puisses même pas expliquer. Non, on est d'accord, là. Ouais. C'est plus, j'essayais de voir le pourquoi du comment. Mettons, pourquoi qu'un gouvernement qui se voulait progressiste a fait « Ah ben, gardons, en même temps, c'est pas la première fois dans l'histoire, puis ce sera pas la dernière non plus, tu me diras. » Mais c'était plus dans ce sens-là. Mais là, tu fais « OK. » Les trois partis d'opposition ont reproché au gouvernement caquiste d'employer le bâillon. Ils ont tous souligné que c'était le 8e bâillon en 7 ans. C'est vraiment pas mon genre de défendre la CAQ. Mais je ne peux pas m'empêcher de soupirer un peu quand les libéraux et les péquistes critiquent l'emploi du bâillon. Parce qu'il n'y a aucun des deux partis qui a de leçons à donner à ce sujet-là. Le gouvernement de Philippe Couillard, 4 ans, a employé le bâillon 8 fois. Et dans son cas, c'était juste pour 4 ans. Donc, c'était 2 fois plus que Legault, pardon. Celui de Jean Charest, 25 bâillons en 9 ans. Et la dernière fois que les péquistes ont été au pouvoir majoritaire, donc le gouvernement Parizeau, Bouchard et Landry, ils ont utilisé en 9 ans 69 bâillons. On dirait que je comprends pas, là. C'était pas censé être quelque chose qui est en urgence ou qui est super exceptionnel. 69 fois en combien, tu dis? En 9 ans. On dirait que ça se peut pas. Oui, bien, pour Bouchard, il y avait beaucoup d'urgence de redresser les finances, d'atteindre le déficit zéro. Là, donc, tu connais mon amour de Lucien Bouchard. Pour l'anecdote, c'est le gouvernement de Robert Bourassa qui détient le record. En un après-midi, ils ont utilisé 28 bâillons pour adopter 28 projets de loi. Mais pourquoi? Le bâillon, c'est comme les nominations partisanes. Quand on est dans l'opposition, on déteste ça, mais quand on arrive au pouvoir, on se rend compte que c'est bien pratique finalement. Et on rappelle aussi que le Parti québécois a promis de garder la loi sur la rémunération des médecins, changer simplement la façon d'évaluer le rendement. Donc vraiment, plus le temps passe, plus je me dis que le PQ, c'est une CAQ qui promet de mieux gérer, mais qui va gérer de la même façon. Mais ça, là, je comprends pas ce qui se passe avec le PQ. Je peux-tu en parler? Oui. Moi, PSPP, je l'ai rencontré jadis naguère autrefois, alors que j'étais une jeune femme toute fringante. Il y avait eu un débat. J'étais à Opposition nationale à l'époque. Il y avait un débat entre Sol Zanetti et PSPP sur l'indépendance. Mais on parlait de plein de sujets. Puis c'était moi qui étais comme... Moi, je faisais des capsules vidéo, fait que je me promenais. Puis... Okay. Et je l'entendais, PSPP, puis tu sais, tel un bon avocat... Ben, il pouvait aller d'un bord ou de l'autre. Là. Il allait, puis... Désolé aux avocats, là. Mais il était mou sur tellement d'affaires, mais d'une mollesse qu'on faisait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas être aussi mou, tu sais. Et là, il est extrêmement dur sur tellement de sujets que je fais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour vrai, là, qu'est-ce que tu as mangé? Quel eau t'as bu? Je comprends pas. Mais il est conscient que c'est pas les idées de la CAQ qui sont pas populaires. C'est vraiment les personnes, leur façon de gérer, de gouverner qui passe pas. Donc, imagine qu'on offre aux gens le même programme, les mêmes idées, mais en disant hey, « nous, là, on va bien le faire ». C'est drôle parce que souvent, dans les parlements, ce que j'ai vu, c'est, mettons, d'un bord, ça dit « hey, on va mettre cette affaire-là. Mettons, on va autoriser les clémentines dans le menu, OK ?» Hey, c'est une mauvaise idée, dit de l'autre côté. Ça change de gouvernement, l'autre côté devient le gouvernement. Ils font comme, on mettra pas les clémentines, ou on va... Tu sais, ils prennent pas les idées, même s'ils trouvaient que c'était des bonnes ou des mauvaises idées. Tu sais, c'est ça que je trouve bizarre. Ouais. Parce que tu fais, OK, mais là, tu trouves que la CAQ a des bonnes idées, mais pourquoi? Ça, c'est différent de habituellement. Puis ça, je trouve quand même intéressant d'un point de vue très
par en arrière, là, de faire à quel point tu es proche de la CAQ sans te le dire, là, sans jamais te l'avouer, quand la seule chose qui te définit par rapport à eux, c'est l'indépendance. Ouais. Et encore. Mais ils regardent les sondages. Là, ils ont voté avec la CAQ sur les lois là, sur la laïcité à l'école parce qu'ils savent qu'il y a une majorité de gens qui disent oui, on est pour ça. Les lois sur les syndicats, là, le Parti québécois n'a rien à dire là-dessus parce qu'ils regardent les sondages et ils voient que la population n'est pas du côté des syndicats. Alors que le Parti québécois, il me semble, ça a tellement été longtemps le parti des syndicats. À part dans les années 80, justement. Là. Mais effectivement, c'est ça que je trouve spécial, qui dit on va faire ça, mais on va le faire différemment. C'est pas une mauvaise idée. Puis tu fais, mais là, ça va te dire que tu vas changer d'idée quand tu vas aller encore. Je comprends plus rien. Je veux dire un mot aussi sur le ministre Lionel Carman, qui a démissionné jeudi à cause de la loi spéciale. Il a quitté son poste de ministre et le caucus de la CAQ. Donc, il a beau dire que c'est pour passer plus de temps avec sa famille. Non, c'est un désaccord politique. Là. Tu ne quittes pas un parti pour passer plus de temps avec ta famille. Donc, il siège maintenant comme indépendant. M. Carman est médecin. Sa conjointe est médecin. Sa fille est médecin. Donc, c'est un message difficile pour la CAQ parce que ça montre que le seul médecin qui fait partie du caucus de la CAQ lui-même n'était pas convaincu du bien fondé de la loi spéciale. Mais pour moi, c'est malheureusement une nouvelle démonstration à quel point les caquistes sont en politique pour eux-mêmes. M. Carman, là, il n'a pas démissionné pour Nordvolt, il n'a pas démissionné pour sa clique, il n'a pas démissionné pour les échecs répétés en éducation, pour les lois de France-Hélène Duranceau sur le logement, Stablex, la fonderie Horn. Je peux même pas faire la liste complète des occasions que les caquistes auraient eu de claquer la porte. Mais non, M. Carman, il démissionne quand il y a une loi qui le touche personnellement, soit pour lui-même, soit pour sa famille. Puis justement, parlant des caquistes qui démissionnent, j'ai envie de rappeler, Joëlle Boutin, elle a démissionné parce qu'elle n'a pas été nommée ministre. Pierre Fitzgibbon, il a démissionné pour retourner travailler dans le privé. Éric Lefebvre, il a démissionné pour aller au fédéral. André Laforêt l'a quitté pour aller au municipal. Donc, ils ont quitté un bateau qui coule pour continuer leur carrière politique ailleurs, là où les sondages leur donnent des chances. Pierre Dufour, il a été expulsé du caucus parce qu'il s'est plaint de ne pas avoir été nommé ministre. Maïté Blanchette-Vézina, elle a démissionné parce qu'elle n'a pas été nommée ministre. Bon, il y a Yuri Chassin. Lui, il a démissionné par principe, parce qu'il trouve que la CAQ n'est pas assez à droite, mais qu'est-ce que ça lui prend? Je dis pas qu'il n'y a pas des caquistes qui sont en politique pour les bonnes raisons. Je sais qu'il y en a, j'en connais. Mais le spectacle qu'ils donnent, c'est celui de gens qui sont en politique pour faire carrière et ou pour se servir eux-mêmes. C'est Louis T. hier qui a publié, hier ou il y a 2-3 jours, qui a publié un statut que ça prendrait des ministres caquistes qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui se cherche un logement ou une place en garderie ou des ressources dans une école pour que justement eux autres aussi démissionnent. Puis je trouvais ça assez on point, merci. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait que tes ministres, moi je veux que tu envoies tes enfants dans l'école publique. Mm-hmm. Pour que tu subisses aussi là, les coupes que vous faites. Là. Tes ministres, tu n'as plus le droit d'aller en santé au privé. Ça prendrait ça, hein? Ouais. Tu sais, là, ils parlent tout le temps d'avoir, mettons, des codes d'éthique ou ces affaires-là. Moi, je pense que... Hey, on fait ça. On leur met ça, mettez ça dans votre code d'éthique, on n'en a pas. Non, peut-être que... La loi spéciale en Alberta. Lundi, en Alberta, le gouvernement de Danielle Smith a voté une loi spéciale, elle aussi, pour mettre fin à la grève des enseignants qui dure depuis 3 semaines. Le syndicat a refusé la dernière offre du gouvernement à 89,5 %. Donc, le gouvernement force le retour au travail, il impose une nouvelle convention collective aux enseignants, il met fin à toute négociation pour les 3 prochaines années et il promet des amendes de 500 $ par jour aux enseignants qui refuseraient de reprendre le travail. Moi, j'appelle ça de l'esclavage. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Mais, tu sais, on se parlait justement de trucs que les gouvernements... On dirait que c'est rendu un classique là, d'obliger des lois spéciales. Ouais. Mais comment ça qu'il n'y a pas de plafond d'utilisation d'une loi spéciale? Bon, que tu l'utilises déjà de base, je pense que c'est un peu spécial, mettons. Ouais. Mais là, c'est l'utiliser, puis c'est partout, là, c'est en Alberta. Hey, quand on est comparé à l'Alberta sur l'usage des lois spéciales, c'est que ça va pas bien, là. Mettons, là, j'ai pas envie d'être comparé à l'Alberta de même, là, moi, là. Mais c'est pour ça que la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, entre autres, et contre la loi 21, conteste l'utilisation de la clause dérogatoire. Parce que, justement,
peut-être que ça a l'air de rien pour nous là, de dire « Ah, mais là, c'est juste la liberté de religion qu'on va encadrer. » Puis là, en Alberta, on met c'est juste pour les syndicats. Mais un jour, là, ça va être nos droits à nous qui vont être concernés. Ça crée des précédents. Puis après ça, ça va être difficile de se plaindre parce qu'on va l'avoir toléré pendant tellement longtemps. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe en ce moment parce que les gouvernements affaiblissent toutes les formes de contre-pouvoir. Les gouvernements se protègent contre les recours des citoyens. Les constitutions existent pour protéger les citoyens contre les gouvernements. Alors, on devrait peut-être commencer à s'en inquiéter. Commencer. Mais c'est ça que je comprends pas, à quel point c'est aussi facile pour des gouvernements de contourner des constitutions qui sont censées protéger justement les droits. C'est ça que dans mon livre, puis dans le livre de tous ceux et celles qui nous écoutent, je crois, là, mais comment ça? Puis pourquoi? Puis pourquoi qu'on se soulève pas face à ça? Vraiment, tu sais, pourquoi qu'on est chacun de notre bord encore? Moi, c'est ça qui... On manque clairement de solidarité à ce niveau-là, tu sais. Mais je ça dirais n'a que pas rapport. c'est pour la même raison que les médecins ne sortent pas dans la rue pour aider les infirmières. Tant que ça ne nous concerne pas directement. C'est qui? C'est Félix Leclerc qui chantait « Ventre plein n'a pas de rage ». Voilà. Ce sera tout. On quitte maintenant. Revenons au Québec, puis on reste dans l'enseignement. Donc, la Fédération des syndicats de l'enseignement a déposé une plainte au tribunal administratif du travail contre le gouvernement du Québec pour protester contre le nouveau code d'éthique qui a été imposé sans jamais consulter les enseignants, rappelons-le, qui impose entre autres un devoir de réserve, donc l'interdiction de parler aux médias de situations qui touchent l'école ou le système d'éducation. C'est vraiment une façon de faire taire les critiques. Les directions d'école aussi sont touchées. En juin, quand le gouvernement a annoncé des coupures de quelques 500 millions de dollars dans les écoles, André Bernier, le directeur d'une école primaire, a écrit aux parents des élèves pour parler de l'effet que les coupures auraient sur l'école. Et il a été rappelé à l'ordre par son centre de service scolaire parce qu'il n'aurait pas dû communiquer avec les parents. C'est que si l'école Bedford avait respecté le code d'éthique que le gouvernement se prépare à imposer aux enseignants, qu'il impose, là, c'est fait, on n'aurait jamais entendu parler de ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'auraient pas eu le droit de parler. Pourquoi ils veulent mettre à ce point-là un code d'éthique? Pourquoi, mettons? Ben, pour empêcher les enseignants de se plaindre du gouvernement. OK. Puis, mettons, on pousse encore la réflexion. Mais faites pas des affaires sur lesquelles on va se plaindre, puis ça va bien aller, mettons. Oui, soyez pas cave. La philosophie du DLACAQ, on l'a vu, c'est que si personne parle d'un problème, ben, le problème n'existe pas. Mais je sais, moi, c'est tout le temps ça que je dis. C'est la technique François Legault. Si je le vois pas, ça n'existe pas. Quand je fais ça aux deux ados à la maison, ils font « Tu vois pas mon ménage, fait que ça va, il n'existe pas. » Mais justement, c'est pas la philosophie de Sonia Lebel qui nous dit que, c'est la nouvelle ministre de l'Éducation, je le rappelle, qui nous dit que non seulement le nouveau code d'éthique n'enlève pas le droit de dénoncer, mais au contraire que les enseignants ont l'obligation de dénoncer une situation comme celle de Bedford. Je vous laisse imaginer la situation de stress dans laquelle se trouve un enseignant qui est témoin d'abus. S'il dénonce, il risque d'avoir des sanctions parce qu'il n'a pas respecté son devoir de réserve. Mais s'il ne dénonce pas, il peut avoir des sanctions parce qu'il n'a pas respecté son obligation de dénoncer. Je rappelle qu'au départ, le code d'éthique devait aussi toucher les parents. Plus précisément ceux qui siègent sur les conseils d'établissement, comme si les parents travaillaient pour le gouvernement. Bon, la nouvelle ministre, encore une fois, a fini par reculer, heureusement, mais ça montre vraiment la volonté du gouvernement d'affaiblir les contre-pouvoirs, puis de s'assurer qu'on ne soit jamais mis au courant des problèmes. Puis d'avoir reculé là-dessus, on dirait que c'est vraiment parce que c'est des parents, donc ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Là. On sait que c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est des gens déjà, souvent, c'est beaucoup de mamans aussi qui ont du temps, qui vont là puis qui sont prêtes à se battre. Mais c'est aussi ces gens-là, surtout, qui votent. Oui. Moi, c'est aussi ça, c'est aussi le regard que ça me donne. « Hey, on fait ça pour protéger vos enfants. OK, fine, cool. » Fait que je dis « Non. Non. » Fait qu'on dirait que c'est encore... Parce qu'il n'y a pas eu de sondage là-dessus, mais c'est un peu encore de gouverner pour les sondages. Et eux autres, ils vont voter, puis ils représentent monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Fait qu'on va pas faire chier plus que ça, monsieur, madame, tout le monde. Moi, on dirait que c'est ça. Ça se peut-tu? Ben, ça se peut tout à fait. Ça se peut, hein? L'image que le gouvernement veut donner, c'est quelqu'un qui résiste aux syndicats, donc les enseignants, qui veut résister aux cadres incompétents. Ici, on suppose les directions scolaires. Hein. François Legault n'a jamais dit de qui il parlait, mais il laissait entendre que c'était à peu près tout le monde, que tous les problèmes dans les réseaux d'éducation, dans le fond, c'est à cause qu'il y a des cadres incompétents. Donc, c'est vraiment
créer des ennemis et de dire, nous, là, on protège la population contre ça. Hey, n'est pas France Gall qui veut, OK? Non, mais tu sais, c'est fou, là, c'est de diviser encore une fois pour mieux régner, puis c'est toujours ça, puis c'est ça que je trouve fascinant, qu'on ait encore élu quelqu'un qui préfère diviser pour mieux régner, puis qu'on se rende pas compte en tant que société que c'est ça qui se passe. Ben oui. Pourtant, dans les jeux de société, on le voit, ça. C'est une grosse gang de Monopoly, là. Oui, puis ça me fait penser... La stratégie de Legault, c'est de parler des médecins comme étant un syndicat, mais les médecins ne sont pas... les collèges de médecins ne sont pas des syndicats. Les médecins ne sont pas des employés, ce sont des travailleurs autonomes, même souvent ce sont des employeurs eux-mêmes, mais ça paraît tellement bien de dire « Hey, on a cassé le syndicat des médecins ». C'est le fun de dire qu'on a cassé les syndicats. Puis, ils ont leur propre struggle, il y a le propre problème dans le Collège des médecins, il y a des bâtons qui sont mis dans les roues, il y a tu sais, avec les médecins qui viennent de l'étranger, il y a quelque chose qui existe, là. Ça sort pas de nulle part. Oui. Mais c'est pas ça la réalité comme le gouvernement nous le présente, là. C'est un reportage que j'ai entendu, puis là, ça me désole de ne pas me souvenir exactement. C'est où, je pense, c'est à Radio-Canada qui expliquait justement pourquoi au Québec, on a de la difficulté à vraiment laisser place à des médecins venant de l'étranger, alors qu'ailleurs, dans le Canada, hey, ça se fait super facilement. Hein? Ouais. Parce qu'il y a eux autres qui en ont besoin aussi. Là. Mais c'est ça que je trouve fascinant de faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des questions à se poser avec le Collège des médecins. Là. Il y a assurément des questions, des problématiques, des réalités. Oui. Puis moi, je n'ai pas les réponses. Je suis conteuse, je ne suis pas comptable. Fait que je ne connais pas les chiffres en plus. Fait que je suis comme, pourquoi il y a ça? Pourquoi qu'au Québec, on ne prend pas, mais on fait attention aux soins, puis on veut que ce soit... OK, mais en Ontario, là, ils sont pas plus caves, là. Ouais. Je veux dire, pourquoi? Fait que je trouve ça quand même intéressant de justement vouloir essayer... On brise le syndicat des médecins qui n'existait pas, mais en même temps, il y a quand même des réalités que les gens voient, là. Fait que c'est vraiment juste de se monter son propre narratif. Oui, puis il y a tellement des vrais problèmes. Mais oui. Au-delà de la rémunération. Oui. La rémunération est une situation, puis il y a plein d'autres affaires, là, c'est ça. International, le président argentin Javier Milei a remporté les élections législatives de mi-mandat dimanche dernier. Et ça, c'est vraiment la victoire du cynisme. Pour résumer, Milei, c'est un libertarien capitaliste de la vieille école. Donc, le moins d'État possible, on laisse l'économie se gérer elle-même, puis on espère que tout va bien se passer parce que ça a toujours tellement bien marché dans le passé. Oui, on le sait à quel point ça a bien fonctionné, hein? La main visible puis le ruissellement, là, des affaires qui ont marché. Là. Ça donne des petites dépressions, là, comme dans les années 30, là, mais sinon, ça marche très bien. Hey, ça a ouvert des soupes populaires, Alexandre. Oui, voilà. C'est au moins ça, là! Donc, depuis 2 ans, Milei puis son parti, la Libertad Avanza, ont vraiment charcuté l'État argentin. Vous savez, l'image là, avec la tronçonneuse, là, bon, ben, c'est tout à fait ça. Ils peuvent se vanter, oui, d'avoir stabilisé l'inflation, mais l'an dernier, on évaluait qu'il y a plus de la moitié de la population argentine qui vit sous le seuil de la pauvreté. Sainte bébite. Incluant beaucoup de travailleurs de l'État. Hein? OK, fait que mettons, t'es fonctionnaire, puis tu vis sous le seuil de la pauvreté. Tu travailles 40 heures par semaine, puis t'es sous le seuil de la pauvreté. Aïe, aïe. Puis tous les analystes sont d'accord pour dire que oui, ce sont les réformes du gouvernement Milei qui sont responsables. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu gagner l'élection en cours? Bon, premièrement, ils profitent du mauvais souvenir de l'ancien gouvernement qui a plongé le pays dans une crise économique. Ça, c'est jamais bon. Donc, il y a encore beaucoup de gens là, qui ont l'espoir que les réformes, ça va finir par tout régler. Mais aussi, Milei a bénéficié du soutien américain. Le chef fasciste de la Maison-Blanche a promis une aide financière de plusieurs dizaines de milliards de dollars américains pour aider l'Argentine, mais seulement à condition que Milei gagne les élections de mi-mandat. Donc, la Maison-Blanche a littéralement acheté les élections en Argentine. Puis, c'est pas le plus bas taux de participation qu'ils ont jamais vécu? C'est pas ça aussi que j'ai vu, 60... En tout cas, non, mais il y a eu le plus bas taux de participation. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. J'ai pas cette information. Donc, j'ai l'information. C'est un article de Radio-Canada qui dit « La participation dimanche de 67,9 % était quasiment la plus faible de toutes les élections depuis le retour de la démocratie en 1983. »
Puis là, 67,9 dans ma tête, me semble, C'est c'est élevé. C'est à peu près le taux qu'on a à nos élections à nous, là. Fait que pourquoi, tu sais, les gens sont pas sortis, mais en même temps, ils essayent de manger à moitié Ouais. du monde, là, fait qu'il y a autre chose à faire que d'aller voter, mais c'est quand même intéressant de faire, OK, se donner tout ce pouvoir, ce droit, en tout cas. Mais c'est intéressant quand même, ça. 68%, pour eux, c'est bas, alors que pour nous, c'est normal. C'est même assez bien. Mais tu sais, quand t'as pas eu la démocratie toute ta vie dans ton pays, tu sais, tu vas l'utiliser. Tu sais, nous, je veux dire, ça fait longtemps, là, la démocratie. Là. Ouais. C'est, bon, démocratie de mots gracieux, qu'on pourrait dire, mais ça fait quand même, tu sais, nous autres, c'est acquis. Ouais. Eux, ils savent que c'est pas acquis. C'est peut-être pour ça. C'est mon analyse à 5 scènes. Là. Mais c'est intéressant quand même que justement ce soit les milliards américains qui aient fait brancher la balance, parce que un des principaux reproches qui sont adressés à Milley et à son parti, c'est qu'ils sont accusés de corruption. Et là, ça, c'est quand même un assez bel exemple, là. C'est des élections qui ont été achetées. Bref, là, présentement, Milley est bien en selle pour continuer à détruire l'État argentin, parce que l'opposition n'a pas assez de sièges ni pour tenter une procédure de destitution, ni pour s'opposer au veto présidentiel. Donc, vous vous dites peut-être que ça va mal ici, mais il y a des endroits où ça va. C'est pire. On continue avec les mauvaises nouvelles. Mardi, Israël a fait une pause de cessez-le-feu, le temps de reprendre les bombardements à Gaza pour tuer une centaine de personnes, dont une trentaine d'enfants innocents, en disant évidemment que c'était le Hamas qui avait commencé. Les Nations unies ont confirmé les bombardements d'Israël, mais ils n'ont pas pu confirmer les attaques du Hamas. Quelle surprise. Benjamin Netanyahou se comporte tellement comme un enfant qui teste les limites de ses parents. Hein? On va tuer juste une centaine de personnes pour voir si ils réagissent. La différence, c'est qu'ici, c'est ça, on joue avec des vies humaines. Puis je rappelle que depuis le début du cessez-le-feu, Israël n'a jamais complètement ouvert la porte à l'aide humanitaire. D'après Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU, c'est seulement le tiers de l'aide humanitaire nécessaire qui a été acheminée à Gaza. Donc la famine se poursuit. Puis nous, on se comporte comme si tout était terminé, comme si tout était réglé. À un moment, on va se rendre compte qu'il n'y a plus un seul Gazaoui à Gaza, puis on va faire comme si on n'était pour rien, en oubliant que quand l'armée israélienne lâche des bombes sur Gaza, il y en a qui sont fabriquées à Valleyfield, puis que les profits de la Caisse de dépôt et de placement viennent d'entreprises qui s'enrichissent avec le génocide. Le meurtre de masse made in Québec. Ça me met en tabarnak. Avec raison. J'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire parce que on dirait qu'on n'arrête pas de le dire puis de le répéter puis on le répète. C'est vrai. Puis il n'y a jamais rien qui se passe. Mhm. Fait que je suis doublement en tabarnak. Ouais. Puis je comprends pas, tu sais. Nos gouvernements le voient. Ils savent, là. Ils peuvent pas penser, ah, tout va bien. Voyons, si nous autres, on le sait. C'est ça que je. En tout cas. Puis là, j'ai juste l'air de quelqu'un qui sait pas où c'est que je m'enligne avec mes skis dans la garnotte, mais on dirait que tout a tout le temps été dit par des gens beaucoup plus compétents que moi, mais que personne n'écoute ça. Puis c'est ça qui me fâche, puis que je comprends pas. Oui, écoute, c'est comme le génocide de Rwanda. À nos yeux, c'est pas du vrai monde. Ouais, hein? Fait qu'on s'en fiche. Écoute, il y a 10 Français qui meurent dans un attentat à Paris, puis on va parler juste de ça pendant la journée, puis on va dire hey, c'est tellement effrayant, il faut faire quelque chose. Mais t'as 100 000 Palestiniens qui meurent sous les bombes ou de faim, puis écoute, c'est pas drôle, mais c'est comme ça. C'est fou parce que quand j'ai fait mon premier cours, moi je suis animatrice de radio de formation. Ouais. Lorsqu'on avait nos cours de journalisme, justement, on apprenait les termes, ce qui est sensationnalisme. Ça marche, le sang, ça fonctionne, le sexe, ça fonctionne, la proximité, c'est bien important. Ouais. Fait que c'est comme si, vu que c'est pas près de nous, on s'en fout. Puis, je peux pas croire qu'on est encore là. Que ce soit dans nos médias traditionnels, dans notre population générale et au gouvernement, qu'on soit encore sur ces façons de penser-là. En même temps, je suis pas tant étonnée, là, je veux dire, la mouvance planétaire est là-dedans, là, mais un moment donné, ce serait le fun qu'on sorte de ça, là, puis qu'il se passe quelque chose. Il y a des manifs tout le temps, puis il n'y a rien qui se passe. Ouais.
C'est hallucinant, c'est insultant. En fait, ça insulte aussi notre intelligence en tant qu'humain puis en tant que peuple de faire « Oh non, mais il se passe rien. » Mais non, on le sait qu'il se passe de quoi. C'est insultant, puis ça me fend le cœur, ça me met en beau joie le vert. Écoute, je pourrais, en tout cas, j'ai rien d'autre à dire à part de tabarnak. Oui. En fait, la raison, on comprend, c'est parce que nos politiciens qui se font élire n'ont pas besoin du vote des pro-Palestine. Et même, il y a des gens qui sont pro-Palestine, mais c'est pas ça qui va déterminer pour qui on vote. Donc, on s'en sortira pas. Du point de vue électoral, c'est mineur, mais essayons de voir le positif. On va parler juste un petit peu d'élection municipale, mais Luc Rabouin, le candidat de Projet Montréal pour la mairie, a signé le pacte montréalais anti-apartheid qui réclame que la ville coupe ses liens avec l'État israélien. Craig Sauvé l'avait déjà fait avant lui. Donc, des 3 principaux candidats, il reste seulement Soraya Martinez-Ferrada, qui va probablement être élue demain, malheureusement. Donc, elle ne l'a pas signé. Je ne vis pas à Montréal. Mais si je vivais à Montréal, ce serait suffisant pour me convaincre que Mme Ferrada n'est pas la bonne personne pour diriger la ville. De ce que je comprends, il y en a beaucoup d'autres. Oui, on en a vu passer quelques-uns dans les dernières semaines. Mais une personne qui est incapable de dire qu'un génocide, c'est mal, puis qu'on ne veut pas s'associer à ça, ni économiquement, ni autrement, ça me dépasse. Mais c'est ça, pourquoi? Tu sais, mettons, là, ça t'engage à rien de juste le dire, là. Mettons, juste de base, puis je pense qu'il faut que ça t'engage aussi à quelque chose, là, c'est pas ça que je dis, mais juste le fait de le dire, c'est un statement qui est humain, là, qui est la base de la base, là. C'est ça que je comprends pas. Pour qu'est-ce que c'est faire, tu le fais pas. Qu'est-ce que tu as à gagner ou à ne pas perdre, à ne pas le faire? Il faut quand même rappeler que le lobby sioniste est extrêmement puissant. Il est riche, il est tentaculaire, il y a de la place dans nos partis politiques. Et donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont chercher les appuis quelque part. Laïcité quand tu nous tiens. Oui, voilà. Ces nouvelles dont on ne parle pas assez. Valérie, quelle est la nouvelle dont on n'a pas assez parlé cette semaine, selon toi? En fait, c'est une nouvelle qui remonte peut-être un peu à la semaine dernière surtout, mais qui a des répercussions jusqu'à cette semaine en Mauricie, Shawinigan. Oh. Mais c'est vraiment en Mauricie, là, on est très local parce que toi et moi, on est des Mauriciens, Mauriciennes. Oui. Le mouvement communautaire, les groupes communautaires, les organismes communautaires ont fait grève pendant 4 ou 5 jours. À Shawinigan, ils manifestaient. Il y a des gens du centre du Québec qui sont venus nicoler, du monde de Drummond, du monde de partout, qui ont fait une grosse manifestation pendant une journée, mais pendant 4 jours, étaient en grève. Jamais ils ont arrêté de donner des soins là, de base. Là. Oui, c'est ça, tu sais, comme... On ferme pas le comptoir alimentaire. Par contre, tu n'as plus tous les choix. Tu viens chercher une boîte à lunch, par exemple. Ouais. Donc, ça crée vraiment un mouvement très régional, énormément. D'ailleurs, eux autres, ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas décidé de sacrer leur camp comme les médecins font. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils étaient dans la rue, à la pluie battante, faisait fret. Ils n'ont pas arrêté, communautaire à bout. Et j'en ai pas entendu parler dans aucun média national. Je vais être honnête avec toi, avant que tu m'en parles, je n'étais pas au courant que c'était arrivé. Et puis c'est hallucinant, là. Puis la Mauricie, ça s'est mobilisé. On en a parlé quand même un peu dans les médias ici traditionnels. Mais comment ça que le restant du communautaire du Québec n'a pas embarqué dans cette affaire-là? Pour de vrai, mettons, là, moi, le manque de solidarité, là, ça me fend. Mais là, est-ce qu'ils étaient au courant? Je ne sais pas. Je pense que oui, là, parce qu'ils ont fait vraiment un job incroyable. Mais il y avait juste du monde de la Mauricie puis quelques personnes du centre du Québec. Ouais. Mais ces gens-là étaient dehors. Ils ont demandé des rencontres avec le gouvernement qui, tu seras surpris, Alexandre, a fait la sourde oreille. Évidemment. Nous avons majoré votre financement. Oui, des peanuts, ça reste des peanuts là, par organisme. Le communautaire à bout, allez suivre la page Facebook du communautaire à bout pour de vrai. Suivez ce qu'ils font. Il va y avoir d'autres mouvements de grève. Je crois que la population générale devrait aussi se mêler à ça parce que sans communautaire, ça va pas bien. Puis, on dit tout le temps que le communautaire fait peu avec beaucoup. Je suis un peu tannée qu'on dise toujours ça parce qu'effectivement, ils font beaucoup avec peu, plutôt. Là, on comprend mais je suis un peu tannée qu'on dise ça parce que le communautaire, c'est du monde, pour avoir passé dans le milieu, qui a le cœur plus que sur la main, qui sont là, ils vont tout faire. Ils travaillent fort. Là. Ils font eux autres aussi, ça se peut qu'ils fassent du 70 heures semaine. Ouais. Puis ils sont là
pour les personnes qui sont les plus vulnérables de la société, mais aussi pour toi puis moi qui pourraient en avoir besoin demain matin. Là, je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça. Puis eux sont là, debout. Ils n'ont pas quitté. Ils n'auraient pas les moyens de quitter dans une autre province comme les médecins. Mais je pense que c'est un bel... on devrait en parler plus. Bien plus, puis aussi s'en inspirer. Les médecins, inspirez-vous du milieu communautaire. Regardez ce qu'ils font. Ils essayent des affaires, ils mobilisent, sont dans la rue. Puis je pense qu'en tant que société, on devrait en parler davantage. Fait que si tu nous écoutes de Montréal, de Québec, de Gaspé, mets ça de l'avant, partage ça. Communautaire à bout sur Facebook. Ça part de Shawi, là. Ouais. Shawinigan. Ça va pas bien à Shawi, nécessairement. Je veux dire, ils sont quand même pognés avec Yves Lévesque aux élections. On verra ce que ça donne demain, là. Mais je pense que ça n'a pas de bon sens qu'on n'en ait pas plus parlé. En même titre, là, je fais une parenthèse, on n'a pas plus parlé tant que ça de la marche mondiale qu'il y a eu là, il y a une fin de semaine, là, il y a quoi, 2 semaines. On n'en a pas plus parlé. Là. Je pense qu'il serait temps qu'on se rende compte à quel point le communautaire, là, ça fait tout. Le problème, c'est que la clientèle qui bénéficie du communautaire, c'est une clientèle qui souvent ne vote pas ou dont le vote est simplement perdu. Donc, je pense que nos politiciens se disent en général, ça ne sert à rien de courtiser cette clientèle. Et c'est une clientèle souvent qui est invisible. Oui. On s'en rend pas compte, justement. Justement, on n'a pas entendu parler, c'est parce que le fait que le communautaire soit en grève, on n'a pas vu l'impact. Puis c'est dommage parce que, imaginez si c'était possible de mobiliser cette clientèle. Juste une journée, là, on dit toutes les personnes qui dépendent du communautaire d'une façon ou d'une autre devant le Parlement. Ou devant les hôtels de ville, devant le bureau du député. Mais ils font ce genre d'affaires-là aussi pendant la journée, la journée contre la pauvreté. En tout cas, quelque chose comme ça. Ils font plein de manifs, des affaires comme ça. Mais je pense que si nos dirigeants ne les écoutent pas, c'est notre travail à nous, société, d'être derrière eux et derrière elles, en majorité d'ailleurs, là. Je pense que c'est à nous de se solidariser avec eux. C'est pour ça que je dis que les médecins devraient aller avec eux, travailler ensemble. Même chose, les infirmiers, les infirmières, les enseignants, les enseignantes, le personnel. Il y a quelque chose à faire. Et là, il y a des groupes qui se mobilisent, dont on n'entend pas parler parce qu'on s'en fout un peu, mais qu'il faut faire quelque chose. Là. Si vous chialez qu'il y a trop d'itinérance, imaginez s'il n'y a pas de communautaire. Oui. Fait que ton petit problème de y a trop d'itinérance, imagine quand tu es itinérant puis qu'il n'y a pas de communautaire. Tu es dans la merde. Encore plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est notre job à nous. Puis d'en parler. Parlez-en, là. Pourquoi pas partir d'autres mouvements communautaires? T'es du communautaire, écris au monde du communautaire à bout, puis passe ça de ton bord, puis on fait une grosse manif. Ah ouais, on bloque le fleuve. Moi, je dis que c'est ça qu'on fait. On bloque le fleuve. Mais je trouvais qu'on n'en parlait pas assez dans les médias nationaux. Je suis d'accord. Puis merci d'avoir amené ça. On n'en a pas parlé à ça, on n'en a pas parlé. Oui. Merci d'avoir amené ça, d'ailleurs. Lundi, dans le Journal de Montréal, Daphné Dion-Vien nous apprenait que 1300 enseignants permanents des écoles publiques ont démissionné en 1 an. Le nombre de démissions chez les enseignants a augmenté de 67 % en 5 ans. D'après la Fédération des syndicats de l'enseignement, il y a 3 catégories de démissionnaires. Les jeunes, qui ne sont pas suffisamment accompagnés en début de carrière. Ceux qui sont proches de la retraite et qui devancent leur départ parce qu'ils n'en peuvent plus, puis des profs en milieu de carrière qui sont épuisés par la tâche et par le manque de ressources pour les élèves en difficulté. Je pense que c'est le mot-clé ici, là, le manque de ressources. J'ose pas imaginer ce que c'est le quotidien d'un enseignant. Déjà, à l'époque du gouvernement Couillard, si vous vous souvenez, on disait que les coupures avaient des effets catastrophiques. Le gouvernement Legault a décidé d'en rajouter parce que voulez-vous, il faut que les jeunes fassent leur part pour compenser la mauvaise gestion des fonds publics de nos gouvernements. J'aime tellement ton sarcasme. Non, mais écoute, c'est depuis les Lucien Bouchard, en fait, là, qu'on coupe, en espérant toujours que les enseignants vont rattraper, vont faire plus avec moins. Est-ce-tu une plaie, Lucien Bouchard, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, là? Pour de vrai, là. Depuis les années 90 qu'on se fait chier avec ces idées comme ça. Puis encore avec les médecins, là. Ouais. Je veux dire, ça commence à gosser, là. On peut-tu changer la cassette, comme on dit, comme ça on est en 92, 95 pour la semaine, hein? On est dedans. Mais pour vrai, y a-tu quelqu'un dans la mascotte Bouchard? Des fois, je me pose la question.
Moi, je voudrais surtout qu'on retrouve le François Legault de 2012, celui qui disait, premièrement, faut absolument augmenter le salaire des enseignants, l'éducation, ça va être notre priorité numéro 1, puis l'éducation, c'est le dernier secteur dans lequel un gouvernement devrait couper. Qu'est-ce qui est arrivé à ce François Legault? Je le veux, ce monsieur-là, comme premier ministre du Québec. Pour vrai, quand tu regardes ça, là, moi, j'ai pas envie de vieillir. Parce qu'on dirait que les gens qui vieillissent puis qui sont au gouvernement, deviennent tous tata. Régis Labombe a très bien vieilli. C'est vrai que on s'en parlait tantôt. Régis Labombe, là, on a fait « wow ». Ouais. Mais j'ai pas envie de devenir comme ça quand je vais être vieille. Puis je sais là, qu'il y a des personnes du 3e âge ou plus âgées que moi qui sont extraordinaires, là. Mais j'ai pas envie de devenir comme ça. J'ai ben trop peur. Fait que, est-ce que le problème, ça peut pas être vieillir, là? C'est pas non, ça le problème, là. Mais est-ce qu'on est, nous aussi, pas à l'abri de ça? Tata! On s'en reparle dans 20 ans. C'est ça, c'est l'Halloween pendant 20 ans. Toujours dans le domaine de l'éducation, toujours un article de Daphné Dion-Vien, que je cite quand même souvent, je trouve qu'elle fait du très bon travail, qui nous apprend que l'école de Saint-Bernard-de-la-Colle en Montérégie est privée d'eau potable depuis 2018. What the fuck? Et vraiment, là, j'admire la résilience de la présidente du conseil d'établissement, Annabelle Trahan, qui nous dit « Les délais sont un peu déraisonnables. » Pour avoir de l'eau? Ça fait 7 ans. Mais comment ça, un peu déraisonnable? Puis pourquoi qu'ils n'ont pas d'eau dans cette école-là? C'est le puits qui est contaminé. Avec quoi? Il y avait des formations de coliformes. Fécaux. Ouais, fait que... Ah, pendant 7 ans, Ouais. t'en as pas pensé bon nettoyer la merde de ces affaires 7 ans? Ben, à ce que je comprends, les travaux, ça coûte très cher. Non, mais je comprends, là, Mais mais... tu sais, imagine, il y a des jeunes qui ont fait leur secondaire au complet puis qui n'ont jamais eu l'eau courante dans leur école. Ils n'ont pas l'excuse. Madame, j'aimerais ça aller à l'abreuvoir, s'il vous plaît. Non, prends ta bouteille d'eau. En même temps, c'est ça aujourd'hui, là, mais Ouais. 7 ans sans eau potable dans l'école. Puis l'éducation est une priorité. J'aime ton sarcasme numéro 2. Ça, c'est pas vraiment une nouvelle, c'est plus un fait divers, mais il faut en parler. On découvre les failles du bracelet anti-rapprochement. Ça, c'est le bracelet qui est attaché à la jambe des conjoints violents là, pour les empêcher d'approcher leurs victimes. Il y a 1270 bracelets qui ont été imposés à des contrevenants depuis le début du projet en mai 2022, donc 3 ans et demi plus ou moins. Il y a environ 3000 alertes par année, ce qui est quand même énorme, et 300 interventions policières qui ont été nécessaires à cause que les contrevenants refusaient d'obéir à la centrale de surveillance. Donc, dans le fond, quand le conjoint violent approche de la zone où il ne doit pas aller, la centrale le contacte pour lui dire « Attention, recule », et s'il ne collabore pas, les policiers interviennent. La nouvelle... C'est-tu long avant qu'ils interviennent? Ben, apparemment, oui. Parce que, c'est justement l'histoire dont je vais parler, des fois, c'est la police qui appelle la victime pour lui dire de se mettre à l'abri parce que... Le stress que ça doit engendrer, oh my God! Effectivement. Et justement, la nouvelle qui en a fait parler cette semaine, c'est un Montréalais, Andrew Ishin Sakrani, qui a littéralement utilisé son bracelet pour terroriser son ex-conjointe. Donc, en 2 mois, il est entré 93 fois dans la zone de préalerte, donc très près des lieux où sa présence est interdite. Si je comprends bien le principe, dans la zone de préalerte, la centrale de surveillance est alertée, la victime aussi. Mais le porteur de bracelet n'a pas à être arrêté, on fait juste le contacter pour lui dire de s'éloigner. Alors imaginez, ça veut dire que dans ce cas-ci, la victime se faisait prévenir en moyenne 1 à 2 fois par jour que son bourreau s'approchait d'elle. Les bracelets ne sont pas infaillibles, donc à une raison, Sakrani a réussi à croiser son ex-conjointe et sont tombés face à face. Quoi? Et à 2 occasions, la police a appelé la victime pour lui dire que le monsieur s'approchait et qu'elle devait prendre des mesures pour assurer sa propre sécurité. Mais là, tu es en train de me dire que comme il n'y a rien de plus qui se passe, on fait rien avec ce genre de situation-là, d'un point de vue légal, je veux dire. Là. Ben là, dans ce cas-ci, monsieur a été arrêté puis il vient d'être condamné. Une chance, ça a pris 93 fois? 93 fois? Ouais. Ça n'a pas rapport, là. Elle a dû vivre un enfer. C'est clairement, oui. Son entourage a dû vivre un enfer. Puis c'était juste mal intentionné, c'était volontaire, là. Tu peux pas entrer aussi souvent dans une zone que tu n'as pas le droit d'aller puis dire « Oh, c'est un accident ». Je savais pas. Ouais. 93 fois. Ouais. Ça a pris tout ce temps-là. Moi, c'est ça aussi qui me fascine. Hey, tu fais l'erreur une fois, hey, ça se peut. Tu as été cave, ça se peut.
Mais 93 fois, hey, il me semble qu'après 3, là, même après 2, tu fais « Non, 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 petit poulet. Non, 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 non. » Et il y a quelque chose qui doit se passer, là. Oui. Pour vrai, là. Oui. C'est ça que je comprends pas. 80. Là, on va me dire, il manque de personnel puis de policiers. Hey, là, à un moment donné, là, ça a le dos large, là. Ben, c'est surtout que après un certain nombre de fois, faut que on devrait pouvoir assumer que c'est volontaire. Ben là, assumer, j'espère bien. Bref, la couronne demande de 3 à 4 ans de prison pour monsieur. Il n'y a pas de doute que les effets des bracelets que les bracelets anti-rapprochement ont des effets bénéfiques. Là, Oui, j'en suis convaincu. Puis je suis tout à fait en faveur de continuer à les utiliser. Mais clairement, il faut reconnaître que c'est pas suffisant. En fait, il faut s'adapter au fait qu'il y en a des cornichons comme ça, là, qui font ça, puis qui sont déjà des gros pickles, puis qui le sont encore plus. Fait qu'il faut qu'en tant que société, il se passe quelque chose. Il faut faut s'adapter à ça, là. On peut pas... On fait, hey, on n'a pas vu cet angle mort-là. Maintenant qu'on le sait, c'est pas juste la prison pour un petit monsieur, là. Il faut vraiment qu'on se revire de bord. OK, il ne faut pas que ça réarrive. Oui. Il faut qu'on apprenne de cette erreur-là, là. Oui. Je suis content que cette histoire-là soit sortie. Parce que quand notre gouvernement nous dit que construire des appartements pour les femmes qui fuient la violence conjugale, ou pire, quand le gouvernement refuse d'augmenter le financement des refuges, nous dit que ça coûte trop cher, il faut se rappeler qu'il y a des hommes comme Andrew Ishin Sakrani qui existent. Et moi, j'ai pu venir à ton balado, ça me met en crise. Au moins, je suis pas toute seule fâchée, ça me fait du bien. Effectivement. On est fâchés collectivement. Une petite dernière, c'est pas vraiment une nouvelle ça non plus, mais il faut le rappeler, le tribunal administratif du logement, le TAL, est débordé. Je cite un article de Mégane Foy dans la presse. Donc, d'après le bilan annuel, le délai d'attente pour une première audience de fixation de loyer, donc quand le locataire et le propriétaire ne s'entendent pas sur la hausse du loyer, le délai est de 9 mois. Tu m'étonnes. Le nombre de demandes a triplé en 3 ans. 7 000 demandes en 2021-2022, 22 000 demandes en 2024-2025. Attends, redis ça. On est passé de combien à combien? De 7 000 à 22 000. Je suis pas bonne en chiffres, là, mais je sais que c'est beaucoup. Oui. C'est un gros bond, là. Oui, bon, on peut se dire, il y a 2 facteurs à ça. D'un côté, les propriétaires qui augmentent de plus en plus les loyers, qui profitent de la crise du logement pour charger des augmentations qui n'ont aucun bon sens. Puis de l'autre côté, heureusement, des locataires qui sont de plus en plus conscients de leurs droits et qui utilisent les recours qui sont à leur disposition. Mais clairement, on n'a pas le système pour les aider. Des centaines de plaintes ont mis plus de 2 ans à se régler. Hey, tu fais... Hey, fuck off, hein? Imagine, ça veut dire que tu as reçu 2 augmentations de loyer en plus de celles que tu contestes avant que ça se règle. Fait que là, tu vas recontester, Non, ça va pas. C'est déjà tellement difficile pour un locataire d'aller en cours. Ça reste au dossier, donc ça vient avec le risque que ton prochain propriétaire va te refuser de te louer un logement parce qu'il sait que tu pourrais le poursuivre. Maintenant, imagine qu'il faut que tu vives avec le stress de l'attente pendant 2 ans, puis tu ne sais pas ce que ça va donner. Le système est vraiment régi par des propriétaires, pour des propriétaires, et ça n'a jamais été plus évident qu'avec la CAQ. En ce moment, mon chum et moi, on est chanceux. Là, on loue une maison à vraiment peu de frais parce que, bon, situation X, Y, Z. Mais à un moment donné, on va déménager de cet endroit-là parce que les 2 ados vont être rendus grands puis on revient en Trifluvie, du moins quelque part en Mauricie. Puis, je regarde des fois passer les logements puis je fais ça même pas... Tu sais, puis les deux, on est 2 artistes, là. Fait que je regarde ça puis je fais, je sais même pas comment on va faire pour se louer quelque chose qui a du sens. Ouais. Puis là, tu dis, ben, on pourrait acheter quelque chose. On est des artistes. C'est quasiment une joke. Puis c'est correct parce que je veux pas venir en plus à Trois-Rivières. Je veux aller plus loin. Je veux la paix. Je veux être dans le bois. Là. Puis voir le monde quand je suis en show. Puis ça me fait bien... Mais même à là, tu vas loin et c'est quand même des prix qui ont aucun sens. Ouais. Et c'est incroyable le nombre de personnes alentour de moi qui me disent « Oui, mais tu sais, il faut des appartements qui coûtent plus... Tu sais, c'est normal qu'ils coûtent plus cher. Là, il y en a plein. Mais à un moment donné, ces appartements-là vont plus se louer. Fait que là, les prix vont descendre après. Puis tu fais « Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Non. Mais non. » Puis je trouve ça incroyable qu'il y ait autant de personnes qui croient cette bullshit-là.
Ça me fascine, parce que tu fais... Il y a du monde qui fait de l'argent sur ton dos, puis ça te fâche pas. Oui, mais il a travaillé pour. Hey, fuck off, là. Fuck off. Tout à fait. Puis de l'autre côté, j'ai mon père qui, lui, a eu 2-3 ans. Il avait son bloc appartement, c'était sa retraite. Hein? On le salue. Salut, papa. Puis lui, il était comme, mais je ne montrais pas mon loyer. Il louait un 5 ou un 6,5 à des gens. Puis à Trois-Rivières, c'était pas aussi cher qu'à Montréal. Là. Il louait ça peut-être 700$. Là. Ben oui. Puis il était comme, mais quand il a su qu'il pouvait louer ça, genre 1600, il a fait, mais je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Faut que tu prennes en compte la capacité de payer des locataires. Oui. Puis j'étais comme, oh papa, ça me fait du bien que tu dises ça. Parce que lui, il le fait pour sa retraite. Hey, le titre immopreneur. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un néologisme qui ne mérite pas d'être utilisé. As-tu déjà entendu ça? Un immopreneur. Un entrepreneur en immobilier, toi, chose. Oh. Un immopreneur. Tu ne crées pas de richesse, tu ne crées pas... Tu crées rien, en fait. Mais non, parce que c'est même pas toi qui prends le clou puis le marteau en plus, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, ben voyons donc. Puis c'est plate parce que c'est quelqu'un que j'avais en haute estime à une certaine époque, puis c'était un ami. Je l'ai supprimé de Facebook. Ça fait 5 ans que j'ai acheté ma maison à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, mon hypothèque et mes taxes municipales mis ensemble me coûtent moins cher que le prix d'un 4,5 moyen. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, là. Tu sais, pour vrai, les prix de revente, puis là, je regarde ça aussi, tu sais, je vois, mettons, tu sais, nous autres, on se veut une petite maison de campagne, tu sais, un 4 ou un 5,5 en maison, là, c'est ça qu'on voudrait. Puis là, je regarde ça, mettons, puis l'évaluation municipale, 166 000, par exemple. Ils y vendent 266 000, puis je suis comme... Mais ça se peut pas. Ça, c'est pas si pire encore. Mais je le sais! Mais tu sais, c'est une petite maison, c'est pour ça que c'est pas... Mais tu fais... Mais je comprends pas. Puis je le sais, le pourquoi du comment, quand je dis que je comprends pas, c'est que je fais... Mais à quel point ça n'a pas de bon... Puis ça descendra pas. Même avec plusieurs décès qu'on va avoir dans les prochaines années, là, je veux dire, la société vieillit, ça va pas plus descendre. Non, parce que tant qu'on va avoir les moyens de payer... Oui, c'est ça. Ils vont charger plus cher. C'est pour ça que moi, les partis fédéraux, par exemple, là, qui disent hey, on va exempter de la TPS la première maison, ça ne changera absolument rien parce que le 5 % que tu vas sauver en taxes, c'est le propriétaire qui va c'est le vendeur qui va se les mettre dans les poches. Hey, c'est incroyable, incroyable. Puis c'est drôle, j'ai écouté justement en m'en venant Tout peut arriver à Radio-Canada, mais tu sais, je l'écoutais en rattrapage. Puis c'est l'année passée avec le gars de Pizza Salvatore, là, notre très grand ami, qui là, se lançait une plateforme là, pour que les gens puissent vendre leur maison par eux-mêmes. Puis comme ça, ils gardent leur argent dans leur poche. Qui disait, puis je suis comme, ça sent la magouille, ça sent la crosse. Elle est où là-dedans, là? Tu sais, parce que ça se peut pas aujourd'hui. Tu sais, ils vont faire de l'argent sur les autres. Ça, c'est quelque chose qu'on ne répétera jamais assez. Il n'y a pas un millionnaire qui veut vous aider à faire de l'argent. Et vous ne deviendrez probablement pas millionnaire dans votre vie. Il y a aussi ça. Hein, on s'est fait à croire que ça allait fonctionner. Non, ça ne marchera pas comme ça. Le système ne veut pas que tu deviennes aussi riche. Parce que si tu deviens aussi riche, qui c'est qui va couper mon gazon? C'était René Lévesque qui disait ça. C'est pris hors contexte. On se donne le droit de réplique. Valérie, à qui voudrais-tu répliquer cette semaine? À ceux qui n'arrêtent pas de parler que, bon, on va couper l'immigration, mais pour ça, ça va prendre plus de bébés. Crissez-moi patience avec vos bébés, OK? Alors, on dit bonjour à Guillaume Rousseau et Mario Dumont, entre autres. Entre autres. Pour de vrai, arrêtez. Tu sais, vous arrêtez pas de dire que vous êtes pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Bullshit! Encore une fois, vous nous le prouvez. Ça va prendre plus de bébés. Bien, pourtant... Les personnes immigrantes arrivent ici, ils en font des bébés. Il y en a. Hey. Oui, mais pour sauver le français, c'est des petits francophones, il faut qu'ils fassent des bébés. En fait, c'est des madames francophones qui doivent faire des bébés. Puis, mais là, on va mettre plus de politique pour justement que ça fonctionne mieux avec les services de garde. Fuck off! Arrêtez, c'est même pas ça. On demande pas... Oui, on veut ça, là, mais ça va pas me pousser à faire des enfants, là. Puis on veut sauver le français, mais idéalement pas avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, là, des gens qui arrivent là, avec une religion. Là. Non, du monde qui vont dire des si j'aurais, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants. Tu sais, moi, je suis belle-maman de 2 ados, les 2 ploucs, comme je les appelle affectueusement. J'aurais pas d'enfants. Je suis avec un conjoint qui est plus vieux, qui veut pas d'autres enfants. Puis de me faire dire ça sans arrêt, que je vois toujours ça passer de, ben là, il faut faire plus de...
Hey, c'est des agressions constamment, là. Moi, récemment, on a accueilli dans la famille, pas dans ma famille, dans mon noyau à moi, mais dans la famille plus large, un petit gars, Benjamin. Et ça s'est félicité de la poursuite de la lignée, toi, chose. C'est un petit gars. Ça poursuit le nom des Deschamps. Hey, je te l'ai-tu scrappé, la lignée, moi, comme du monde? J'ai pas d'enfant, je suis la plus vieille, je suis une fille. Mais en plus de ça, je suis en train de te scraper la nation. Mais pour vrai, foutez-nous la paix, lâchez notre utérus. Si vous vous dites vraiment pour l'égalité homme-femme, arrêtez de dire que ça prend plus de bébés. On comprend que, d'un point de vue en nombre, pour vous, c'est ça la logique. Mais il y en a du monde. Il y en a de l'immigration qui pourrait. Puis c'est du monde. Hey, le pays est fait d'immigration. En fait, bien avant ça, il y en avait. Puis pas juste d'immigration, tu sais, du métissage. On est métissés, serrés. Foutez-nous la paix avec ça. Puis aidons les gens à apprendre le français, ceux qui ne savent pas. Connaissent pas le français, mais ceux qui parlent français, bien, il est encore là, notre français, là. Ouais, puis ça, c'est l'argument que je vois le plus. Hein. Ah, mais il faut les franciser. Oui, mais les bébés qui naissent ici, tu penses que ça coûte rien? Mais exactement. Si ça coûte de quoi pour eux, ça coûte de quoi aussi. Puis pas juste ça, c'est le système de santé aussi, d'autant plus, là. Ouais. Une femme qui est enceinte, c'est le système de santé qui suit, c'est tout ça. Fait que tu fais, tes arguments, c'est juste n'importe quoi, là. Arrête de te cacher derrière ça. Tu veux juste des bébés blancs. Oui, c'est ça. Arrête de te cacher. Au moins, assume-les. Puis t'es pas cave. T'as quand même été à l'école, là. T'es capable d'assumer. Non, t'assumes pas. Fait que je suis vraiment juste... Puis je suis pas toute seule, là. Je le sais qu'on est plusieurs à faire... Arrêtez de nous dire des affaires de... Ça suffit. Sinon, je suis une fière scrapeuse de la nation, Alexandre. C'est comme ça. Je pense que c'est le même que je vais m'appeler maintenant. Fière scrapeuse de la nation parce que j'ai pas de bébé. Ouais. Tu sais, on devrait pas attendre d'avoir besoin de bébés pour dire qu'il faut aider les familles. Mais non. Faut aider les éducatrices en CPE. Juste ça, là, c'est un puissant obstacle à la parentalité. Je dirais pas la maternité, là, c'est la parentalité. Tu veux pas avoir des enfants qui pourront pas aller à la garderie, qui vont t'obliger à mettre ta carrière de côté. Puis, tant qu'à me parler de bébé puis de natalité, là, je pense que le plus gros problème aussi, pas juste pour la langue française, là, mais 52 % d'analphabètes fonctionnels au Québec. Ouais. Ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait peut-être beaucoup aussi se pencher. Ouais. Parce que c'est pas normal que la majorité de la population atteigne à peine le niveau 3 de littératie. Hey, on devrait peut-être investir en éducation. Ah ben, tabarouette! Hey, as-tu songé à te présenter aux élections? Non, hein? Tu veux pas. Ah, je comprends. Mais pour vrai, tout est là, tout part de là. Ouais. L'éducation, puis là, ils vont dire, oui, mais l'éducation, ça fait que tu as moins de bébés parce que les femmes vont à l'école plus longtemps. Ah ben, fait que là... Hey, finalement, je vais me sortir ma propre théorie du complot. Je suis partie là-dessus, je pense. Mais pour vrai, foutez-nous la paix. Arrêtez de mettre le fardeau de vos ignorances puis vos stupidités sur les utérus des femmes. Crissez la paix, mon utérus. Il va très bien en ce moment. Il n'y a pas besoin qu'on parle de lui. Je ne veux pas donner dans la théorie du complot, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui disent que ça prend plus de bébés. C'est pas mal toutes des hommes. De mon côté, ma réplique va s'adresser à Alex Boissonneau, le député d'Arthabasca-l'Érable. Cette semaine, en entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada, Manon Massé a dit qu'elle n'était pas certaine de voter oui à un référendum sur l'indépendance parce que ça dépend de quel pays on veut. Donc, on l'écoute. Ben, écoute, on va réfléchir, ça dépend. Là. Moi, si on... c'est pas sûr, votez oui à un référendum? Écoutez, moi, ce que je vous dis, Patrice, là, pour moi, le projet de pays, si c'est pour répéter le même colonialisme, le même capitalisme sauvage qui exclut du monde. Quand je parle de colonialisme, vous m'entendez? Je parle des Premières Nations, mais je parle aussi des nouveaux arrivants. Là. Si c'est pour répéter ça, je vais me poser un certain nombre de questions très sérieusement. Donc, parce que moi, le Québec auquel je crois, c'est un Québec qui fait suite à ce que, quand j'étais petite, c'est un Québec d'accueil, les bras ouverts, c'est un Québec de justice sociale avec l'égalité des chances. Et ça, honnêtement, ça s'en va pas du bon bord. Je l'aime tellement, Manon Massé, là. Si j'aime cette femme incroyable. Et ça, ce discours-là, ça a fâché Alex Boissonneau, qui a réagi en vidéo. On l'écoute. Si c'est comme ça, je suis pas certain que je vais voter oui. Vous avez déjà entendu ça, je l'ai déjà entendu aussi, cette façon de poser des conditions à l'indépendance du Québec. Moi, ça m'a toujours un peu troublé parce que j'ai l'impression qu'on soit un peu à gauche, qu'on soit un peu à droite. L'indépendance, c'est de regarder vers l'avant.
J'avais déjà entendu ça, mais j'avais jamais entendu Manon Massé le dire. Puis honnêtement, ça m'a surpris, puis ça m'a même un peu déçu. Et je profite de l'occasion pour envoyer un message à Manon Massé, mais aussi aux autres qui, parfois, utilisent cet argument-là. L'indépendance, c'est un projet qui est rassembleur, puis c'est un progrès en soi. C'est une fin en soi. Je pense que c'est important de se le rappeler parce que si on se divise toujours sur les marges entre les gens qui sont plus à gauche, les gens qui sont plus à droite, qui ne sont pas d'accord avec ci, avec ça, on ne réussira jamais à le faire. On ne réussira jamais à se donner un pays. Lorsque le Québec sera indépendant, il va avoir un gouvernement. Ce gouvernement-là va être parfois à gauche, parfois à droite, va faire des choix différents comme n'importe quel pays normal. Mais ça, c'est notre objectif. Il faut qu'on arrive là. Puis pour arriver là, il faut qu'on s'entende pour réaliser l'indépendance, la souveraineté du Québec. Donc, je demande à tout le monde de s'élever pour qu'on puisse travailler ensemble pour atteindre cet objectif qui est fondamental pour notre peuple, celui de prendre en main notre destin. C'est un très beau discours, puis je suis entièrement d'accord en théorie. En pratique, c'est pas ça le discours du Parti québécois. Quand le PQ s'adresse à la droite, il nous dit « les islamistes nous envahissent », les immigrants créent des crises, les woke ont pris le contrôle des universités et l'idéologie du genre s'infiltre dans les écoles. Quand le PQ s'adresse à la gauche, il nous dit « tout ça, c'est pas important. On va en reparler après l'indépendance. » Alors, je suis désolé, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Le Parti québécois reste le principal visage de l'indépendance au Québec et le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, il est repoussant. Il y a 3 ans, 90% des électeurs péquistes étaient indépendantistes. Depuis 3 ans, le PQ a presque triplé ses appuis dans les intentions de vote dans les sondages, mais la proportion d'indépendantistes a chuté aux 2/3. Et le nombre d'indépendantistes en général a diminué. En 2023, pratiquement tous les sondages donnaient de 40 à 45% pour le oui. En 2025, ça tourne autour de 35%. Ce que ça signifie, c'est que le PQ a fait le plein d'électeurs conservateurs qui veulent se débarrasser de la CAQ, mais il n'en a pas convaincu beaucoup d'embarquer dans le train de l'indépendance. Au contraire. Je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit avoir voté oui en 1995, mais qui remettent leur choix en question parce que le pays de Paul Saint-Pierre Plamondon, un pays où on présente les droits, les libertés individuelles comme un obstacle qu'il faudrait contourner ou écraser, ça leur parle pas. Toute la gymnastique intellectuelle des PSPpistes pour présenter leur programme comme ouvert et inclusif, ça change absolument rien à la perception qu'une bonne partie de l'électorat a. Alors, c'est beau de dire que l'indépendance, c'est ni à gauche ni à droite. Mais si votre discours penche clairement à droite, vous ne convaincrez pas la gauche d'embarquer. On ne parle pas de fiscalité, on ne parle pas de forme de gouvernance, on parle du droit d'exister. Personne n'a envie de voir ses droits remis en question. Puis j'ajoute que si la priorité numéro 1 du PQ, c'était vraiment l'indépendance, ils ne baseraient pas leur discours sur des enjeux polarisants. Ils essaieraient de rassembler, et c'est pas ça qu'ils font. L'historien en toi va aimer le parallèle que je veux faire, Alexandre. On connaît le Front de libération du Québec, hein? Oui. C'était pas mal à gauche, leur idée d'indépendance? Assez, oui. Il n'y a jamais personne qui a dit que ça n'a pas de bon sens, qu'ils veulent avoir l'indépendance à gauche. On se posait la question, mon chum et moi, la semaine dernière, parce que c'était le 30e anniversaire du référendum, est-ce que, tu sais, les femmes, les hommes, c'est qui vote plus pour l'indépendance? J'ai fait des recherches vite, là, c'était pas exhaustif, mais majoritairement, c'était des hommes plus que les femmes. Les femmes ont augmenté après ça dans les années 90, là, pour arriver quand même en deçà des hommes. Oui. Et les raisons qui expliquaient ça, c'est que les femmes font... Je peux pas te donner un chèque en blanc sur l'indépendance, parce que si je te donne un chèque en blanc, c'est aussi d'ouvrir la porte à un recul de mes droits. Je te parlais du Front de libération du Québec. Oui. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle le Front de libération des femmes du Québec, le FLFQ, que j'adore. Groupe de femmes dans les années 60-70 qui militaient justement pour la libération des femmes, mais la libération du Québec aussi. Et leur phrase, c'était « Pas de libération du Québec sans libération des femmes, pas de libération des femmes sans libération du Québec ». Mais on n'a jamais dit à ce monde-là que c'était pas des vrais indépendantistes et que ça n'avait pas de bon sens, bien au contraire. Bien sûr. Puis c'est ce que je trouve intéressant, de voir ça comme... Ben, dans l'histoire, là, bien avant toi, là, Alex Boissonneau, puis bien avant toi, PSPP, là, puis toute la gang, là, il y en avait. Le projet d'indépendance, c'est un projet
qui n'était pas juste de faire un pays. C'était de faire un pays qui représentait quelque chose de plus grand que nous. Ouais. Les chanteurs, les artistes, Gérald Godin, qui était qui était full impliqué dans les communautés, Pauline Julien, ma babe, comme je dis souvent, qui, elle, chantait justement que ça n'avait pas de sens. Fait que, arrêtez de dire que c'est juste en avant. Ça, c'est juste pour vous donner bonne conscience de dire que mais nos idées sont peut-être à droite. C'est juste vous donner une bonne conscience puis pas le dire. Moi aussi, j'ai déjà prôné ce genre de discours-là jadis. J'étais comme, non, ça doit... Mais plus le temps avance, plus je fais, attends un peu, là. Si c'est un projet qui enlève des droits à des gens, ça me tente pas. Mais je vote oui, là. Tu sais, moi, c'est oui, là. C'est clair. Ouais. Mais ça n'a aucun sens que vous me dites tout le temps que c'est ni à droite ni à gauche. Pourquoi je te donnerais un chèque en blanc quand tu vas faire reculer les droits de mes sœurs musulmanes, par exemple? Oui. Ou que tu ne prends pas en considération, ah non, parce que tu veux gérer mon utérus pour qu'il y ait plus de bébés blancs pour sauver le français. Je peux pas donner un chèque en blanc. On peut plus, encore moins aujourd'hui, parce qu'on voit justement où vous vous en allez, puis ça pue. Ça pue. Le Québécois de René Lévesque, c'était quelqu'un qui voulait être québécois. Puis ça, la condition, c'était de parler la langue commune, français. Et, précisons-le, pas à la maison, là. Être capable de parler français puis vouloir le parler dans la vie de tous les jours. Le Québécois de PSPP, du Parti québécois d'aujourd'hui, il parle français à la maison. Il n'est pas musulman, ou s'il est musulman, il ne porte pas de signe religieux. Il ne fait surtout pas de prière. Hein. C'est 98 000 prières dans les rues qu'on a vues. Ouais, c'est ça. Ça arrive tellement souvent. C'est pas un woke. Hein. Il est pas trop à gauche. Il parle pas de féminisme intersectionnel. Il parle pas de racisme systémique. Tout ça, là, c'est pas québécois. C'est des importations américaines. Il n'est pas non-binaire, hein, parce que les non-binaires, ça n'existe pas. C'est des gens qui veulent transformer la langue, puis on n'aime pas ça. Il y a tellement rien d'inclusif dans le discours du Parti québécois présentement. Je pense que c'est drôle parce que les invités d'un de tes épisodes vont rire s'ils écoutent ça. Il me semble que c'est Fred Pellerin qui disait on sait même pas ce qu'on est, on sait juste ce qu'on n'est pas. Ou on essaie de nous dire ce qu'on n'est pas. Ouais. Pourquoi qu'on n'est pas un peuple qui... On est ouvert, là, je veux dire. On l'a toujours été. L'échec référendaire, je pense que ça a eu un gros impact, là, justement, sur tout ça, de se refermer, puis avec Lucien Bouchard qui n'est pas aidé. Puis... Fait que, arrêtez de nous dire ça. Ouais. Arrêtez. Parce que je pense que je suis assez québécois. Hey, je fais du compte, OK? Je fais du compte sur des femmes du Québec, là. Mais je ne serais pas québécoise parce que je prône un féminisme intersectionnel. Tu serais pas québécois alors que tu donnes des cours d'histoire du Québec. Ah non, mais t'es prof d'université, oublie ça, Alexandre. Je suis un idéologue. Fait on dirait que je suis comme... Je comprends, comme tu dis, en théorie, mais les choses, ça fonctionne pas en théorie. Puis le problème, c'est que quand quelqu'un ose parler, par exemple, une personne issue de l'immigration, qui dit que justement, moi, je me sens exclu par ce discours, mais il se fait dire, mais t'as tort. Mais on va faire l'indépendance avec les immigrants, mais c'est la faute de tous des immigrants. Ouais. Hein? Hey, pauvres eux qui se font dire « Non, t'es pas québécois. » Ou « Je me sens pas québécois. » Hein? Ben, OK, fuck off, m'a resté dans mes affaires. Pour vrai, là, j'y comprends. Oui. Je les comprends. Ben, c'est surtout que quand tu dis en face, t'as les fédéralistes qui disent « Hey, nous, on vous aime. » Alors, qui s'en foutent aussi. Hein? Oui, mais le discours s'arrête ça. Oui. Puis, en plus... C'est Jacques Parizeau qui disait ça. Chaque fois qu'on donne l'occasion au fédéral de se présenter comme le défenseur des minorités, on tire dans la chaloupe de la souveraineté. Et c'est tellement ça qui se passe depuis... C'est bien ironique. Depuis 12-13 ans. Là. Oh mon Dieu. Fait que ça suffit. Ça suffit, le PQ, là. La vie n'est pas une théorie. Puis vous le savez, parce qu'en théorie, vous l'auriez gagné, vous ne serez pas fait voler le référendum en 95. En théorie. En théorie. Avant de passer au rayon de soleil... je vais passer très rapidement sur le cave de la semaine. C'est pas dans mes habitudes d'employer ce langage, mais quand vous allez l'entendre, vous allez comprendre pourquoi. Donc, mon fils à la maison revient avec ce livre-là ici, OK, de Minecraft. Ouais. Puis Minecraft, je sais que ça appartient à Microsoft. Donc, si c'est à Microsoft, ça veut dire woke as shit. Donc, super, super woke. Donc là, ce que je fais, je demande à ChatGPT, ce livre-là, moi, je suis un conservateur, valeurs traditionnelles, fier de mes racines, d'où je viens. Est-ce que ce livre-là correspond à mes valeurs?
ChatGPT, parce que ChatGPT, c'est une gang de woke aussi, assez, puis ils disent que oui, tout est beau. Je demande la même question à Perplexity, puis comme j'ai déjà dit, je suis investisseur dans Perplexity. Mais je demande la même question à Perplexity. Perplexity dit non, attends, là. Le gars, c'est un cave, puis il y a un trans, puis il y a tout ça. Là. Puis ça, c'est approuvé par l'école de mes enfants. Là. C'est sûr que c'est ça que ChatGPT dit, c'est un cave. C'est sûr que c'est ça qu'il dit. Le cave en question, c'est David Proulx, qui est chroniqueur à Cube Radio. C'est un spécialiste en intelligence artificielle et c'est un anti-woke, hein, vous l'avez compris. Non. Le livre dont il parle, c'est Minecraft de Sphere Air Monster. Là, vous avez compris, son raisonnement, c'est écrit par une personne trans, et donc là, c'est épouvantable que ce soit approuvé par l'école de ses enfants. Le livre ne parle même pas de transidentité, là. C'est même pas le sujet, mais pas du tout. C'est juste que l'autrice, elle est trans. Et c'est juste ça, le problème. C'est le fait qu'il y a une autrice trans qui a écrit un livre pour enfants et que ce livre-là se ramasse dans les écoles. Mais il n'a jamais réfléchi que le problème, c'est qu'il demande à ChatGPT ce qu'il doit penser. Ah oui, écoute, il n'a pas le temps, c'est un entrepreneur. Hein. Il n'a pas le temps de lire lui-même les livres de ses enfants, donc il demande à l'intelligence artificielle de lui dire quoi penser. Sait-il lire? Alors, j'hésite pas à dire que c'est le cave de la semaine, parce que dans ma tête, si tu es rendu à dire un livre écrit par un trans, c'est dangereux pour les enfants, je te considère cave. T'entends à la radio, c'est dangereux et pas juste pour les enfants. Et quand, à côté de toi, Benoît Dutrisac, parce que c'est une entrevue à Benoît Dutrisac, quand tu fais Benoît Dutrisac avoir l'air empathique et ouvert, que Dutrisac doit te rappeler à l'ordre, dire « Oh, un instant, là! » Ça donne une idée à quel point tu es parti loin. Tu pousses un petit peu trop loin. Le rayon de soleil de la semaine. Alors, Valérie, je te laisse commencer. Quel est ton rayon de soleil? Parce que c'est d'actualité avec la semaine, le 30e anniversaire du référendum. On s'en est parlé tantôt parce qu'on parle beaucoup d'indépendance. Moi, de voir les jeunes qui prônent une indépendance du Québec de manière progressiste, ouverte. Ouais. Ah, que c'est rafraîchissant. Ça me fait tellement de bien. Puis je dis ça, tu sais, j'ai 32 ans, je suis tellement plus vieille, mais je trouve ça tellement beau. Tu fais référence aux 3 jeunes là, qui sont allés à Tout le monde en parle. Mais surtout au Oui Québec. OK. Le Oui Québec, les jeunes avec Camille Goyette-Gingras oui. mettent énormément de l'avant les jeunes. D'ailleurs, Camille, on a milité ensemble puis on a le même âge. Ouais. De voir le travail qu'elle fait avec les Oui Québec, justement, pour amener davantage de jeunes, faire la place aux jeunes, puis que les jeunes, j'en ai rencontré plein, là, sont super dans l'inclusivité, là, et ça me fait tellement de bien. Cela dit, j'ai hâte que ces jeunes-là prennent la parole pour dire que ça n'a pas de bon sens, des idées, justement, de mettre de côté les personnes immigrantes, de mettre de côté les personnes trans ou non-binaires, ou, tu sais, ça, j'ai hâte. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment leur en vouloir tant que ça, là, de ne pas le faire, parce que ça prend une certaine aisance. Aussi, si tu le fais, tu le sais que tu manges une claque. Là, tu le sais, tu l'as vécu. Je l'ai vécu aussi. Mais de voir que ces jeunes-là sont forts. Puis oui, les 3 qui sont passés à Tout le monde en parle, mais les Oui Québec. Si vous ne connaissez pas les Oui Québec, je trouve ça magnifique. C'est vraiment le but de rassembler les indépendantistes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Il y a les femmes aussi dans ce regroupement-là qui s'appelle les Allumettes, que j'adore, que je trouve vraiment, vraiment intéressantes, ces jeunes-là qui amènent l'indépendance ailleurs. Mais que je pense qu'à l'interne, tu sais, parce qu'il y a quand même des comment tu les appelles, les PSPpistes? Les PSPpistes, bon, qui sont là. Mais j'ose espérer qu'à l'interne, il y a quand même des discussions qui font non. Les jeunes font non aux PSPpistes qui sont dans le mouvement. J'ose espérer qu'il y a quand même ça qui se passe parce que les jeunes sont l'avenir, on le dit souvent, et ça fait du bien. Moi, j'ai mon plouc de 15 ans à la maison qui, à la fête nationale cette année, revient et dit « Val, pourquoi on n'est pas un pays, là? Ça n'a pas de bon sens. » Je trouve ça super intéressant qu'il commence à s'ouvrir à ça. Puis ça, là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir des jeunes qui prônent l'indépendance du Québec de manière inclusive, féministe, antiraciste. Ah, que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est toujours agréable pour ça de voir dans les sondages. C'est là que tu vois que, justement, eux, toutes les questions là, de chasse au voile, puis notre identité qui est menacée par l'immigration, ça leur parle
tellement pas. Et ça, c'est rafraîchissant. Ils veulent faire rayonner la culture. Ils veulent faire rayonner le fait qu'on est là, qu'on existe, puis que sous toutes nos couleurs, sous toutes nos formes, puis c'est beau. Ça me fait... j'aime vraiment ça. Bravo. Bravo à nos jeunes un peu partout qui sont aussi dans l'ombre, qui ne sont pas nécessairement devant les caméras. Bravo à ceux qui prennent aussi le micro et qui le disent, là. Mais merci à ces jeunes qui font du bien. Puis ayez pas peur de dire aux vieux React qui sont des vieux React. OK? On compte sur vous. Je salue en passant Laurie Blouin, qui est une de mes anciennes étudiantes et qui est dans les allumettes, justement. Ah oui, c'est donc belle fun, ça! Je forme des indépendantistes. C'est un méchant. Ben pourtant, t'es woke. Alexandre, ça marche pas. En théorie, ça fonctionne pas. Pour moi, mon rayon de soleil de la semaine, ça va être Manon Massé. Chère Manon, qui me manque déjà alors qu'elle n'est pas encore partie. Je vous parlais plus tôt, je vous ai fait entendre un extrait de son entrevue avec Patrice Roy à Radio-Canada pour faire le bilan de sa carrière. Il lui a posé des questions sur la difficulté de la gauche un peu partout dans le monde et la réponse de Manon était magistrale et on l'écoute. Non, je comprends ce que vous dites. Oui, c'est vrai que vous avez posé des questions sur ces questions-là Plus essentielles. que des questions, on a fait des mais manifs. regardez les démocrates aux États-Unis. Oui, non, mais... Non, oui, mais c'est le même phénomène un peu, exactement. où ils ont fait des combats où les gens, la majorité, disons, se retrouvaient moins. Est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la gauche de devenir déconnectée? Tabarouette. Déconnecté à quoi? Non, Patrice, mais déconnecté à quoi? Déconnecté à l'élite, déconnecté aux spéculateurs, déconnecté à un système économique qui fait mal à de plus en plus de gens. On n'est pas déconnecté à ça, mais on n'oublie personne. Puis c'était ça la gauche quand, il y a 30 ans, on marchait pour du pain et des roses. L'État avait oublié les femmes. Puis les femmes ont parlé de quoi? On parlait d'éducation, de logement, de revenus à travers l'équité salariale, mais aussi le salaire minimum. La gauche, là, elle parle toujours des mêmes affaires, mais il y a une chose que quand tu as le bien commun à cœur, tu n'acceptes pas, c'est qu'il y en ait parmi les plus mal pris qu'eux autres, on s'en préoccupe pas parce que c'est pas important. Mais pour moi, c'est important. Ils sont dans ma circonscription pour plusieurs. Manon! Évidemment, ça, c'est le genre de discussion que la gauche ne gagnera jamais dans les grands médias. Et on le voit dans cette entrevue avec Patrice Roy. Une fois qu'il est convenu que jamais QS a abandonné le vrai monde, entre guillemets, la question c'est devenu, est-ce que les propositions de QS sont réalistes? Et c'est incroyable quand même à quel point on est convaincu que le capitalisme, comme on le pratique en ce moment, c'est le seul système qui fonctionne, alors que le système ne fonctionne pas, là, on va pas se mentir. Même quand on propose de revenir au taux d'imposition d'il y a 4, 8 ou 12 ans, on se fait dire que c'est pas réaliste, que les entreprises, les riches vont déménager, que le système va s'effondrer. Le système a tellement bien réussi à nous conditionner qu'on est maintenant convaincu qu'on ne peut pas exister sans lui. Mais tu dis que le système ne marche pas, mais je suis pas d'accord. Le système va vraiment bien. Il est fait pour ça. Il est fait pour fonctionner comme il est en ce moment. C'est vrai. Pour que les riches s'enrichissent davantage, puis que l'écart se creuse. Fait, comme ça, ils sont encore plus riches. Puis, tu sais, quand tu as plus de monde en dessous de toi, c'est que tu es hot. Le système fonctionne très bien. Oui. C'est le système. Il faut juste changer de système. Déjà, en partant, mais il fonctionne bien. Quand tu y penses, là. Du point de vue de ceux pour qui il existe. Mais c'est ça. Il va très bien, le système. L'entrevue de Manon Massé, ça me rappelle pourquoi elle va nous manquer. Manon, c'est la gauche universaliste, celle qui se préoccupe de tout le monde. Pour elle, il n'y a pas de petite cause. Puis surtout, on l'a entendu dans l'extrait, elle ne se demande pas si la cause qu'elle défend va rejoindre la majorité, si ça va lui faire gagner des points dans les sondages. Elle défend la cause parce que la cause mérite d'être défendue. Puis ça, dans un système politique qui nous rend chaque jour de plus en plus cyniques, ça fait du bien. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qu'on peut écouter sans se demander est-ce qu'il est sincère. Est-ce que c'est lui qui parle ou c'est son directeur des communications ou une firme de relations publiques? Quand Manon Massé parle, c'est Manon Massé qui nous parle. Et ça vient du cœur. Donc, pour ces raisons et bien d'autres, merci Manon. Elle va terrible. Tu sais, j'ai des frissons. J'ai des frissons parce qu'elle va manquer pas juste à la classe politique. Puis tu sais, je sais qu'elle va rester impliquée puis tout ça, mais ne plus l'entendre autant, ça va nous manquer. Elle fait tellement de bien. Manon, je t'aime. Tu me connais pas. Tu n'as aucune idée je suis qui.
mais je t'aime. Puis je sais que tu es contente, que même, je te le dis, même si je suis personne, je le sais. On t'aime, Manon. Ah, c'est beau. Mais je veux faire juste une petite parenthèse avant de terminer. Souvent, je discute avec des gens sur les réseaux sociaux qui me disent « Moi, je suis de gauche, mais pas la gauche woke. » Et moi, j'ai envie de répondre à ces gens-là « Non, arrêtez de dire que vous êtes de gauche. La gauche, par définition, elle est universaliste. C'est ça, la base de la gauche. C'est pour tout le monde. Si vous êtes empathique seulement avec les gens qui vous ressemblent, vous n'êtes pas à gauche. Vous défendez des privilèges. Les vôtres et ceux que vous voulez avoir. Exactement. C'est fou à quel point, tu sais, gauche, droite, tout. Hey, arrêtez, là. Parce que vous savez pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que de dire que Manon était déconnectée puis que QS est... Hey, tabarouette! Arrêtez. Ouais. Parce qu'être de gauche, c'est aimer son prochain. Tous les prochains. Là, ça fait full cateau, mon affaire, là. Mais ça fait... C'est juste ça, tu sais. Ouais. Qu'arrêter d'exclure du monde. Parce qu'en excluant du monde, tu construis à rien. À part des murs. Voilà. Puis ça, on veut pas ça. Même si c'est bon, des murs. Alors, merci beaucoup, Valérie, de t'être joint à moi cette semaine. Je vous encourage encore une fois à suivre son balado, Team Madame. On va mettre le lien en commentaire. Merci à toi de m'avoir accueilli, de me permettre de jaser comme ça. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir aussi que je suis pas seule. Souvent, on a l'impression d'être seule. Fait que là, non seulement j'en parlais avec quelqu'un d'autre que mon chum à la maison, mais j'en parlais avec toi, puis t'es mon ami. Mais de savoir qu'il y a d'autres personnes qui pensent aussi comme ça me fait vraiment du bien. Merci de m'avoir donné cette tribune-là. Puis oui, Team Madame en un seul mot, partout, partout, partout. Merci beaucoup. C'est ça que j'essaie de créer, d'ailleurs, avec non seulement avec ce balado, mais avec mes publications. C'est justement qu'on se réunisse puis qu'on se rende compte que, hey, on est nombreux à pas aimer comment ça se passe. Puis peut-être qu'ensemble, on peut faire les choses différemment. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous promets de rester woke tant qu'il faudra. Woke tant qu'il faudra. Recherche et animation, Alexandre Dumas. Photographie, Marie Photo. Conception visuelle, Kathleen Bélanger. Musique originale, Francis Larouche. Avec la voix de Valérie Deschamps.